Bonsoir à tous, chers membres du Club Sainte-Anne et nos membres qui se sont joints à nous ce soir. Merci encore pour votre compréhension et votre patience. Bonsoir Henri et bonsoir Bonsoir. Ève, qui est là à ses côtés. Euh, voilà, épouse d'Henri, très heureuse de vous voir. Alors, Henri Colsoul, vous êtes originaire de Braine-l'Alleud et depuis une dizaine d'années, vous avez lancé votre propre activité de conseil nutritionniste et de cours de cuisine santé. Alors, c'est à 40 ans Parfait. que, suite aux mauvais résultats d'une prise de sang, vous avez décidé de prendre en main et d'adapter votre alimentation. Et puis, vous constatez que non seulement les résultats sanguins sont rapidement devenus bien meilleurs, mais en plus, vous vous sentiez mieux dans votre tête. Alors, vous avez dévoré tous les ouvrages sur le sujet, dont les briques du docteur Jean Seignalet, je me souviens, qui sont sacrément complètes. Et justement, à ce sujet, je voulais vous montrer que moi aussi, j'ai les mêmes lectures sur l'alimentation pour comprendre, soigner par l'alimentation pour comprendre les maladies chroniques. Voilà, c'est un des ouvrages. Mais ce n'était pas tout, vous ne vous êtes pas arrêté là. Vous avez suivi 6 années de formation en alimentation vive et nutrition chez le très réputé Paul Grégoire, Ouais. l'ensemble des formations en profilage alimentaire chez Tati Lowers, qui a aussi rédigé de très nombreux livres sur le sujet, la diététique ayurvédique au centre Tapovan en France, une formation en médecine nutritionnelle et fonctionnelle avec le professeur Vincent Castronovo de l'Université de Liège. Et puis, vous ne vous êtes pas arrêté là, vous avez fait une formation de traiteur-restaurateur pour compléter le tout. Alors maintenant, vous donnez des cours, des cycles de cours de cuisine, vous conseillez des personnes souffrant de burn-out, etc., pour adapter leur alimentation, et vous assurez aussi le suivi nutritionnel de grands sportifs pour qu'ils soient au meilleur de leur forme durant les compétitions internationales. Comment notre alimentation peut-elle influencer notre morale? Quels sont les aliments qui nous boostent et quels sont les aliments qui nous dépriment? Les tops et les toxiques. Henri, nous sommes tout ouïe, maintenant qu'on est bien branché. Voilà. Voilà. Mais bonsoir à tous d'abord. Et je ne sais pas si on m'entend, oui? Oui, mais on entend très bien. Oui. D'accord, ok. Effectivement, donc, je me suis rendu compte il y a pas mal d'années que l'alimentation avait une importance vraiment cruciale sur notre état de santé, aussi bien physique que mental d'ailleurs, hein, les deux sont étant liés. Et donc voilà, je développais des formations. Et alors l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de voir comment l'alimentation, dans ces périodes où on est un petit peu, éventuellement un peu stressé ou avec un peu de spleen, surtout que le mois de janvier n'est quand même pas le mois le plus fun de l'année en Belgique au niveau de la météo. Donc voir comment d'autres techniques peuvent amener en fait à être le plus possible en équilibre, parce que c'est un équilibre qui dépend vraiment de différentes choses. Et donc on va voir que ces équilibres, en fait, il y en a plusieurs qui vont influencer notre santé. On a un stress ou un équilibre physique. Et là-dedans, on va avoir, entre autres, mais tout ce qui est une partie de notre sommeil, notre sédentarité, donc est-ce que je bouge assez, est-ce que je dors assez. Il y a tout ce qui est environnemental aussi, les polluants environnementaux. Les charges répétitives peuvent aussi avoir évidemment un impact sur notre santé. On a la partie stress émotionnel. Le stress émotionnel, ben, c'est la... Est-ce que émotionnellement, je suis entouré de gens bienveillants au niveau de ma famille? Est-ce que je suis en bonne santé? Est-ce que j'ai peur de perdre un emploi? Donc voilà, tout ça fait un environnement émotionnel. Et alors on a le stress alimentaire dont on va parler plus spécifiquement aujourd'hui. Est-ce que je mange en qualité ce qui me fait du bien? En quantité? Est-ce que j'associe bien les aliments? Et est-ce que je mange tout ça dans un bon état d'esprit? Et alors ces trois critères de santé, quelque part, ce sont des vases communicants, et donc si certains ne sont pas au top, on peut les équilibrer avec d'autres. Et donc par exemple, si voilà, on ne dort pas assez, qu'on est très sédentaire, mais qu'émotionnellement on est entouré uniquement de gens bienveillants, et qu'au niveau alimentation, on fait vraiment le maximum, ça peut passer. De même, si on ne mange pas très bien, mais qu'on a voilà, une bonne hygiène physique et une bonne hygiène émotionnelle, ça peut passer aussi. Ce qu'on constate, c'est que dans nos vies modernes,
et encore plus spécifiquement depuis une dizaine de mois, en fait, on abîme en fait tous nos piliers principaux. Et donc, dans ce stress physique, voilà, maintenant, on a quand même énormément de communication anxiogène qui vient nous perturber quasiment quotidiennement. Beaucoup de personnes sont plus sédentaires que d'habitude encore, parce qu'avec le home working, voilà, on passe de son lit à son fauteuil, à la table, et puis on retourne dans son lit. Donc, certaines personnes ne bougent plus du tout. Et au niveau de l'alimentation, ce qu'on constate, ce qui est assez amusant, au début du confinement, on voit que tout le monde a acheté du sucre, de la farine et des pâtes. Et en fait, c'est probablement les 3 aliments les principaux à éliminer dans ces cas-là pour améliorer sa santé. Et donc l'idée, c'est, on va voir comment, au travers de l'alimentation, déjà améliorer ce pilier-là. Et donc, il y a déjà une chose importante. Donc, le stress est une réaction physique normale, qui est même, comment dire, qui est même quelque chose d'important. Donc, si on traverse une rue et qu'on entend un grand coup de klaxon derrière soi, le stress va nous faire un bond sur le côté et ça peut nous sauver la vie. Donc, le stress est quelque chose de très important. Il sert aussi à nous adapter. Par exemple, si on prend l'avion, ce qui n'est pas possible pour le moment, mais en temps normal, si on prend l'avion et qu'on est en plein hiver et qu'on se retrouve dans un pays chaud, voilà, notre corps doit s'adapter. Donc, il y a une période de stress et puis une période d'adaptation. Et donc, tout ce stress est nécessaire. Il nous aide à relever des défis, à éventuellement être plus performants. Par contre, s'il devient chronique, là ça devient embêtant parce qu'il va petit à petit nous épuiser, en fait. Et donc, ce qui est très utile au niveau aigu ne l'est beaucoup moins et même est plutôt délétère quand c'est chronique. Quand on est stressé de manière chronique, en fait, il y a un moment où on va avoir l'impression d'être complètement dépassé par les événements, d'être tout le temps en épuisement et avoir l'impression d'être dans un espèce de brouillard émotionnel. Donc ça, c'est pour le stress. Et alors l'anxiété, c'est quelque chose de très différent. L'anxiété, c'est une création humaine où en fait, on va, par rapport à nos expériences passées et nos craintes futures, on va se fabriquer une image mentale de tas de choses qui pourraient nous arriver, qui en général n'arrivent jamais. Mais donc c'est vraiment, l'anxiété est une vision de l'esprit et qui nous permet de créer nous-mêmes notre propre stress en fait. Et donc certaines personnes sont très vite très anxieuses, d'autres beaucoup moins. Et donc tout ça en fait, on va peut-être améliorer par notre alimentation. Et donc, quand on est stressé, il y a une chose qui est importante, c'est qu'on a un système nerveux. Dans le système nerveux, on a 2 branches principales, qui sont la partie volontaire et une partie qui est autonome. La partie autonome va gérer tout ce que nous ne gérons pas nous, de manière consciente, donc la respiration, les battements cardiaques, notre digestion. Donc tout ça, on ne doit pas y penser, ça se passe très bien sans qu'on y pense, et donc c'est le système nerveux autonome. Dans ce système nerveux autonome, on a 2 branches, un accélérateur et un frein. Et donc, le sympathique ou l'orthosympathique est l'accélérateur et le parasympathique est le frein. Et donc, quand on est en stress de manière chronique, en fait, quelque part, on pousse tout le temps sur l'accélérateur et on oublie de prendre des périodes pour récupérer, que ce soit par l'alimentation, par des activités sportives, par des moments conviviaux. Et donc, on doit équilibrer. Donc, le stress n'est pas quelque chose d'embêtant du tout, pour autant qu'on ait un équilibre entre l'accélérateur et le frein. On peut aller très loin, accélérer très fort, du moment qu'on est de bon frein de l'autre côté. Et donc, quand on est subi un stress, un danger, le corps va sécréter différentes hormones. Donc, il y a l'adrénaline, la noradrénaline. On a le cortisol, donc tout le monde en général connaît ces hormones-là. Et donc, quand on les produit de manière continue, par un stress qui est quotidien, en fait, petit à petit, on va épuiser l'organe qui les fabrique, c'est-à-dire nos glandes surrénales. Et donc, petit à petit, on va être de plus en plus fatigué, de plus en plus stressé, parce que plus nos surrénales sont fatiguées, plus on se sent stressé. Et puis, à un moment, en fait, où les glandes surrénales vont quelque part lâcher, et c'est ce qu'on appelle le burn-out. Et donc, pour agir contre ça, donc contre cette succession de choses qui sont pour le moins inintéressantes, on a des différentes méthodes. Donc on a des choses qu'on appelle pleine conscience ou le yoga.
Et ça on va agir en fait directement sur le système nerveux et qui va diminuer nos taux de cortisol et d'adrénaline. Ce dont on va parler aujourd'hui plus précisément, on a l'alimentation. Avec l'alimentation, en fait, on va jouer directement sur la chimie de notre cerveau et on va jouer aussi on va amener par l'alimentation ce dont nos glandes surrénales ont besoin pour bien fonctionner. Et donc, en agissant sur deux axes, d'une manière, on va essayer d'être moins stressé, moins anxieux, et de l'autre côté, d'avoir une meilleure résistance à ce stress. Et donc ça, c'est vraiment une branche importante. Et alors, il y a une troisième technique que j'utilise beaucoup aussi, qui est la cohérence cardiaque. C'est une méthode de respiration. Et là, ça va fonctionner à l'envers. En fait, c'est un cheval de Troie dans notre système nerveux autonome. Et ça va permettre de directement l'influencer, qui lui va influencer chimiquement en fait notre cerveau et va permettre qu'on produise moins d'hormones du stress. Et donc, ces fameuses hormones du stress, il y en a plusieurs. Donc, je parlais tantôt de l'adrénaline et de la noradrénaline. Ce sont des hormones, ces deux hormones-là qui vont augmenter notre vigilance. Et donc, c'est important. Quand on a un danger devant nous, on doit être vigilant, on doit être réactif. Ça va augmenter notre rythme cardiaque, respiratoire et notre tension artérielle pour pouvoir nourrir nos muscles, pour pouvoir éventuellement fuir un danger, pouvoir combattre éventuellement. Et alors, la digestion, c'est la deuxième chose qui consomme le plus d'énergie dans le corps. Et donc, une des premières choses que les hormones de stress vont faire, c'est arrêter notre digestion pour que notre énergie puisse être utile à combattre ou à fuir. Et donc, c'est important de le savoir. Ça veut dire que quand on est stressé, on ne peut pas digérer correctement. Si on ne digère pas correctement, ça veut dire qu'on ne va pas assimiler correctement les nutriments qu'on a ingérés. Et donc, ça ne va faire qu'amplifier le problème. Et donc, la première chose à faire, c'est déjà se mettre le plus possible au calme quand on mange. Si on sort d'une période de grand stress, on peut utiliser d'autres techniques avant, comme un peu de respiration, un peu de cohérence cardiaque, un peu de sophrologie, pour se calmer avant de manger. Ça permettra de profiter mieux de son repas. Deuxième hormone important, le cortisol. Donc le cortisol va permettre d'avoir des réactions appropriées au danger. Le cortisol va augmenter la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, de nouveau pour nourrir nos muscles. Alors c'est très bien de nouveau si c'est de manière aiguë, si on est vraiment face à un danger. Quand c'est de manière chronique, le problème du cortisol, c'est qu'il va augmenter petit à petit l'inflammation globale. Et l'inflammation, c'est une des bases de toutes nos maladies de civilisation. Et donc le stress chronique est vraiment une des bases de nos maladies de civilisation. Le stress chronique va aussi emmener une diminution de notre immunité et va jouer sur nos neurotransmetteurs. Et donc les neurotransmetteurs, ce sont des petits agents chimiques qui permettent à nos neurones de discuter ensemble. Et en agissant là-dessus, en fait, on va augmenter quelque part notre sensibilité au stress. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre résistance, pour influencer sur ces hormones au niveau de notre alimentation? En fait, pour ne pas épuiser nos surrénales ont besoin de matières grasses et de protéines. Et donc, c'est important d'en amener régulièrement. Et donc, on va plutôt aller vers des matières grasses saturées le matin. Et donc, là-dedans, une des matières grasses connues, c'est le beurre, évidemment. Si on est intolérant au lactose ou à la caséine, on peut consommer du ghee, donc qui est du beurre clarifié. Et donc, c'est une méthode pour amener des matières grasses saturées le matin. Il y en a d'autres. On peut consommer des poissons, des fromages, des oléagineux. Par contre, ce qui est vraiment à éviter, c'est l'image de droite. Donc, c'est le petit déjeuner classique français avec croissant, confiture. Donc, ça amène du sucre. Et le sucre, en fait, détruit nos surrénales. Et donc, c'est vraiment l'aliment, le sucre est vraiment un des premiers aliments à supprimer en cas de stress ou d'anxiété. Donc, on va amener régulièrement aussi des protéines, végétales ou animales. Donc, dans les protéines végétales, on a tout ce qui est oléagineux, légumineux, céréales, etc. Dans les protéines animales, on va rajouter les œufs, viande, poisson, crustacés. Et on va en intégrer, végétal ou animal, dans tous les repas. Donc, petit déjeuner, déjeuner et souper. Pas spécialement en grande quantité. Donc, le
le T-bone steak de 500 grammes, c'est vraiment pas quelque chose qui est utile. Par contre, voilà, si on mange un œuf le matin ou 2 œufs le matin, voilà, ça suffit. Et ça va amener nos protéines. On peut, voilà, comme la petite image là aussi, donc un houmous, c'est très bien aussi. On va essayer d'amener de vitamine B. Je ne vais pas décrire tous les aliments dans lesquels il y en a, ils sont vraiment très nombreux. Et alors, donc, réduire vraiment le plus possible le sucre, sans oublier que tout ce qui est à base de farine blanche, ce sont des sucres aussi rapides voire plus même que du sucre blanc. Donc voilà, essayer de supprimer vraiment ça. Alors, nos neurotransmetteurs, il y en a un paquet. Ici, je n'en aborde que 2 parce qu'ils sont importants. On pourrait rajouter la dopamine, je peux dire un mot là-dessus. La sérotonine, c'est vraiment le neurotransmetteur de la bonne humeur. Donc c'est celui en général qui manque quand on est en dépression. D'ailleurs, beaucoup d'antidépresseurs fonctionnent sur le fait d'augmenter le taux de sérotonine au niveau du cerveau. Et donc c'est un neurotransmetteur aussi qui va réduire l'agressivité. Et donc c'est vraiment quelque chose d'important. Deuxième neurotransmetteur tout aussi important, c'est le GABA. Le GABA, c'est vraiment, il faut l'imaginer comme étant la pédale de frein du cerveau. Et donc quand on s'emballe avec une crise d'anxiété, du stress ou n'importe quoi, en fait c'est vraiment le neurotransmetteur qui va permettre de retrouver l'équilibre. Et donc c'est un neurotransmetteur qui va favoriser le calme et la relaxation, qui va favoriser la mémorisation. D'ailleurs, tout le monde a déjà remarqué que quand on est stressé, on mémorise moins bien. Et donc, le GABA va favoriser la mémorisation. Et donc, c'est vraiment un frein pour la transmission des signaux nerveux. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui va nous calmer. On peut encore ajouter un troisième, la dopamine. La dopamine, en fait, c'est ce qui nous permet d'être impliqués et d'avoir envie de faire des choses. Et la dopamine, en fait, le taux de dopamine est, entre autres, dépendant du taux de cortisol qu'on a dans le sang. Et donc, plus on va être stressé, plus on va produire de cortisol, et plus on a de cortisol, moins on a de dopamine, et donc moins on a envie de faire des choses. Donc c'est important dans des périodes où on sent qu'on est un petit peu abattu, où on n'a plus le courage d'entreprendre des choses, de faire attention à cet équilibre et donc d'essayer de réduire son taux de cortisol. Alors comment est-ce qu'on va agir sur nos neurotransmetteurs avec l'alimentation? En fait, le tryptophane, c'est le précurseur de la sérotonine, donc c'est un acide aminé qu'on trouve dans les protéines, et qui va, à partir de celui-là, en fait, notre corps va fabriquer de la sérotonine, et ensuite de la mélatonine, et donc amener dans notre alimentation du tryptophane, c'est avoir une garantie d'être de bonne humeur la journée, et donc comme la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil, c'est une garantie aussi de dormir bien la nuit. Et donc si on dort bien la nuit, on est moins stressé le lendemain, et donc voilà, c'est quelque chose qui est intéressant d'amener dans notre alimentation de manière régulière. Et donc on voit qu'on a, par exemple, dans les aliments riches en tryptophane, les noix de cajou, les avocats, les œufs, la banane, les dattes. Alors important aussi, pour le moment il fait très sombre, et donc souvent on est un petit peu carencé en sérotonine. Quelque chose qui fonctionne vraiment très très bien, c'est de faire de la luminothérapie. Donc la luminothérapie, ce sont des petites lampes qui ont la même couleur, on va dire, que la lumière du soleil. Et donc en faisant une petite un peu de luminothérapie tôt le matin, en fait, ça nous permet de démarrer notre cycle circadien plus tôt, et donc de fabriquer toutes ces hormones au bon moment dans la journée. La méditation est aussi un moyen d'améliorer son taux de sérotonine, et la cohérence cardiaque aussi. J'expliquerai la cohérence cardiaque rapidement à la fin. Par contre, le tryptophane, donc ça fait partie des protéines qu'on mange, qu'elles soient végétales ou animales, et c'est une protéine qui est très fort mise en concurrence par les autres. Et donc, quand on mange énormément de protéines, le tryptophane va un peu passer à la trappe au bénéfice des autres. Et donc, ça peut être paradoxal, mais si on mange un régime hyperprotéiné, on va être carencé en sérotonine. Donc, à éviter si on a un peu le blues. Pour augmenter notre taux de GABA, de nouveau, en fait, vous remarquez qu'à beaucoup d'endroits dans ces slides, vous allez retrouver les noix et les oléagineux. Et donc, tout ce qui est amandes, noix de cajou, etc., c'est quelque chose qu'il faut vraiment rajouter de manière régulière dans son alimentation. Et donc,
Les amandes vont permettre de fabriquer du GABA, l'avoine complet aussi, de nouveau les bananes, brocolis, noix, lentilles. Au niveau des plantes, on peut faire des tisanes à la valériane aussi qui vont aider. Alors les promenades en forêt fonctionnent très bien aussi, parce que la forêt c'est quelque chose qui nous ramène, en fait, il y a la verticalité de l'arbre et le fait qu'il soit très, très stable. Et donc cette stabilité et l'enracinement d'un arbre vont en fait développer et nous faire produire du GABA en plus grande quantité. Et alors, en dehors de l'alimentation, évidemment, il y a le yoga qui va pouvoir améliorer ça aussi. Donc, comme je disais précédemment, donc les sucres rapides empêchent les surrénales de bien fonctionner, empêchent aussi la production correcte du GABA. Donc, deuxième raison de supprimer le plus possible les sucres de notre alimentation. Et donc, un petit truc pour diminuer la quantité de sucre consommée sur une journée, c'est d'éviter absolument le sucre le matin, parce que le sucre du matin va appeler du sucre toute la journée, en fait. Et donc, en commençant par un petit déjeuner sans sucre, en fait, on a déjà une plus grande garantie d'avoir moins envie d'en consommer pendant la journée. Alors, point supplémentaire dont tout le monde a déjà entendu parler, les oméga 3, donc ce sont des matières grasses. Notre alimentation moderne est trop riche en oméga 6 pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que si on consomme des protéines animales en industrie, donc en agroalimentaire, je dirais industriel, en fait, on nourrit les animaux maintenant, plus avec ce dont ils sont conçus, mais on va les alimenter avec du maïs et du soja. Et ces deux produits sont riches en oméga 6. Et donc, les viandes qu'on consomme sont riches en oméga 6 aussi. Même chose pour les œufs. Si on nourrit les poules avec du maïs, elles feront des œufs riches en oméga 6. Si on leur donne des graines de lin, elles vont produire des œufs riches en oméga 3. Et donc, comme dans l'alimentation, je veux dire, abondante aujourd'hui, on nourrit plus avec des produits riches en oméga 6, notre alimentation est beaucoup plus riche en oméga 6 qu'en oméga 3. C'est important d'avoir un équilibre. Pour revenir à nos neurotransmetteurs, en fait, les oméga 3 vont augmenter la quantité de tryptophane, donc qui est ce fameux précurseur de la sérotonine, dans le sang. On va améliorer la fabrication de la sérotonine à partir du tryptophane et on va diminuer la destruction de la sérotonine si on a un régime riche en oméga 3. Et donc, ce qui n'est souvent pas le cas aujourd'hui. Et donc, souvent, on a une destruction et une mauvaise fabrication de ce neurotransmetteur. Et donc, c'est vraiment important. Et donc, en principe, si on estime l'alimentation à l'époque de Cro-Magnon, on estime que les gens consommaient à peu près moitié-moitié oméga 3 et oméga 6. Aujourd'hui, on estime que si on a 3 oméga 6 pour un oméga 3, c'est déjà très bien. Et dans le régime occidental, en général, on est entre 15 et 25 oméga 6 pour un oméga 3. Ça veut dire qu'il y a vraiment un gros rééquilibrage à faire. Et donc, ce n'est pas pour ça qu'il faut en consommer des grandes quantités, mais il faut en consommer de manière régulière. Donc, c'est toujours une question de régularité dans l'alimentation. Ça ne sert à rien de faire des cures où on va se bourrer d'oméga 3 pendant 15 jours et puis ne plus en consommer pendant l'année. Il faut vraiment changer son alimentation de manière profonde et continue, je vais dire. Les oméga 3 vont aussi améliorer la rétention cellulaire du magnésium. Et donc, pour améliorer notre alimentation en oméga 3, il y a deux types d'oméga 3. Il faut consommer les deux. En oméga 3 végétaux, on a de l'huile de caméline, qui est pour moi une des plus intéressantes, parce qu'elle est très intéressante au niveau goût, donc en cuisine c'est sympa à utiliser. C'est la même famille que le colza, mais elle est, on va dire, meilleure pour la santé que le colza. Donc on peut consommer du colza aussi. Moi je ne suis pas fan, déjà j'aime pas du tout le goût, mais bon voilà. Et alors il y a les noix et les huiles de noix évidemment qu'on peut consommer aussi, qui sont relativement riches en oméga 3. Les graines de lin et l'huile de lin. Alors l'huile de lin, moi je la conseille peu parce qu'elle a un grand défaut, c'est qu'elle
elle rancit très très vite. Et donc quand on ouvre une bouteille d'huile de lin, c'est conservation au frigo, 6 semaines maximum. 6 semaines, ça passe très vite. Et donc souvent, on consomme des huiles qui sont oxydées. Et du coup, c'est contre-productif. On a des oméga 3 dans les algues aussi, donc dans les noris et dans les dulces. Et alors dans tous les légumes d'hiver, parce qu'en fait, les graisses oméga 3 sont des graisses qui sont antigel, c'est pour ça qu'on les trouve dans les poissons des mers du Nord aussi d'ailleurs. Et donc ce sont des graisses qui permettent en fait aux végétaux de rester vivants pendant les périodes froides. Alors on a les oméga 3 animaux, donc poissons des mers froides, maquereaux, saumons, harengs, etc. Des œufs qui sont nourris aux graines de lin. Et d'une manière, évidemment, c'est un peu anecdotique aujourd'hui, mais le gibier, normalement, comme il mange ce pourquoi il est fait, il est riche en oméga 3 aussi. Et donc voilà, un des aliments qu'on peut consommer et qui a des oméga 3 végétaux et animaux, ce sont des sushis avec des algues, parce que les algues qu'on met autour sont des noris. Et puis dedans, on peut mettre ce qu'on veut, hein, du saumon, du maquereau, tout ce qu'on veut, des avocats. Et donc c'est un aliment qui peut être intéressant parce qu'il cumule les deux types d'oméga 3. Alors normalement, notre corps transforme très bien les oméga 3 végétaux en oméga 3A qu'on trouve dans les animaux, qui sont des oméga 3 à chaîne longue, mais on n'en transforme qu'une toute petite partie, et uniquement si notre système digestif fonctionne super bien. Et donc, c'est plus prudent d'amener les deux sources directement, plutôt que de faire une confiance aveugle dans notre capacité à produire des oméga 3 longue chaîne nous-mêmes. Et donc on a vu que le magnésium la rétention de magnésium était améliorée en consommant des oméga 3. Et donc le magnésium, en fait, quand on est stressé, on libère du magnésium, et donc on va se carencer très vite. Et quand on est carencé en magnésium, on est plus facilement stressé. Donc de nouveau, c'est un cercle vicieux, et donc il faut le transformer en cercle vertueux. Et donc diminuer son stress en mangeant correctement et en amenant des aliments qui sont riches en magnésium. Et donc, une alimentation riche en magnésium va en fait diminuer la réaction qu'on a au stress. Et donc, pour le même événement, si on a suffisamment de magnésium dans nos cellules, on va être moins réactif. Et donc, quelque part, on va perdre moins de magnésium. Et donc, c'est vraiment important d'essayer d'avoir un taux suffisant. 20% de la population perd plus facilement son magnésium que d'autres. Voilà, on n'est pas tous égaux, c'est comme ça. Et donc, chaque fois que vous êtes stressé, en fait, il y a une fuite de magnésium au niveau cellulaire qui se fait, et donc elles sont éliminées par les reins et les urines. Et donc, il faut remplacer tout ça. Et donc, vraiment, l'alimentation est importante à ce niveau-là. Il faut savoir aussi que pour toutes les personnes qui sont TDAH, donc qui ont des troubles de l'attention, hyperactivité, souvent un rééquilibrage en magnésium améliore déjà pas mal les choses. Et donc, dans notre alimentation, on va retrouver notre magnésium, par exemple dans des sardines à l'huile, des anchois, des escargots, fruits de mer. Au niveau végétal, dans plusieurs noix, amandes, graines de courge, donc de nouveau, on revient sur nos oléagineux. Dans le sarrasin, les légumes verts, les avocats, les légumineuses, donc on peut revenir au houmous que je vous proposais tout à l'heure, qui est quelque chose qui est vraiment riche dans pas mal de choses intéressantes. Et alors, le chocolat, mais bon, ça c'est plus anecdotique, hein. Il faudrait manger vraiment beaucoup de chocolat pour avoir une alimentation riche en magnésium, mais ça fait du bien de se dire quand on mange chocolat qu'on fait quand même du bien à notre corps, donc voilà. Mais il y avait toute une étude qui était sortie sur le chocolat qui démontrait que ça améliorait le fonctionnement du cerveau et tout. Ce qu'il ne disait pas dans l'étude, c'est qu'en fait, pour avoir vraiment un effet significatif, il faut en manger entre 6 et 800 grammes par jour. Et à mon avis, si on est à 800 grammes de chocolat par jour, il y aura des effets délétères qui seront probablement plus grands que les effets positifs. Mais bon, ça n'empêche pas de manger un petit carré de chocolat de temps en temps.
Autre point évidemment super important, c'est notre microbiote. Donc le microbiote, ce sont les bactéries, virus, levures, champignons et autres qu'on a dans notre système digestif. Pour rappel, on a 10 fois plus de bactéries dans notre corps que de cellules humaines. Et donc, on ne sait pas très bien qui est l'hôte de qui, mais en tout cas, en principe, il y a une symbiose entre les deux. Et la santé de l'un ne fonctionne pas sans la santé de l'autre. Ce qu'on a remarqué, par exemple, c'est que en prenant deux poules de souris dont un groupe est stressé et l'autre est super calme, si on prélève leur microbiote et qu'on les stérilise avec des antibiotiques et qu'on inverse les microbiotes, donc on réinjecte le microbiote d'un groupe dans l'autre, en fait les souris stressées deviennent calmes et les souris calmes deviennent stressées. Et donc on se rend compte à ce moment-là effectivement de l'impact du microbiote sur notre état émotionnel. Et donc on a vraiment un impact qui est fort sur notre état de stress et d'anxiété, sur notre sociabilité, même si on a un petit peu moins l'occasion de l'aiguiser pour le moment, sur notre production de neurotransmetteurs, donc vraiment super important ici, et sur notre énergie, parce qu'une partie des bactéries qu'on a dans le côlon va transformer des aliments non digérés en énergie. En dehors vraiment de l'aspect émotionnel, ça va agir aussi bien sûr sur notre confort digestif, sur notre immunité, on en a plus ou moins besoin pour le moment aussi, sur toutes les maladies de civilisation, donc ce qu'on appelle les maladies qu'on attrape avec l'âge, hein, donc ça va de l'arthrose au lupus en passant par Alzheimer. Donc le microbiote, on le sait maintenant, a un impact sur toutes ces maladies assez importantes, sur les maladies auto-immunes aussi, les cancers, et donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut chouchouter, son microbiote. Alors, de nouveau, on n'est pas tous égaux. Le microbiote, il se fabrique en partie au moment de la naissance, et puis pendant les premiers jours de notre vie, et donc la manière dont on vient au monde et notre environnement dans le premier jour de notre vie va influencer notre microbiote, mais après, c'est toute notre expérience de vie qui va le changer, et donc il vaut nettement mieux vivre à quatre pattes dans une ferme que dans un appartement au 8e étage avec un sol passé à la javel toute la journée. Et donc on a besoin d'être en contact avec des bactéries, avec des virus, avec des champignons, etc., pour que notre microbiote se tienne bien. Et on a besoin aussi d'une alimentation qui va favoriser les bactéries qui sont symbiotiques, donc qui vont nous améliorer notre santé et qui vont au contraire réduire les bactéries pathogènes. Alors comment on rééquilibre tout ça via l'alimentation? Eh bien on va essayer de manger ce qu'on appelle les probiotiques. Les probiotiques, donc, ce sont des aliments qui contiennent des bactéries. Et donc là-dedans, on a toutes les lactofermentations. Donc la plus connue, c'est la choucroute, mais il y en a plein d'autres, hein. Ceux qui voyagent un peu en Corée, il y a le kimchi. Donc quasiment toutes les régions sur la planète ont fabriqué des produits de lactofermentation. On peut consommer des yaourts idéalement en maison parce qu'ils sont de nettement meilleure qualité souvent que des produits du commerce. On peut faire son kéfir aussi, donc qui est une eau fermentée à base de petits grains de bactéries. On peut consommer du miso en prenant bien sûr non pasteurisé. Il y a du vinaigre de cidre non pasteurisé. Donc essayez maximum de prendre, quand on consomme des fromages, prenez-les aussi non pasteurisés. Deuxième point, le plus important pour le microbiote, c'est la mastication, et donc manger au calme. C'est vraiment quelque chose de très important. On dit toujours que quand on ne mastique pas, on composte. Et si on composte, c'est au détriment de notre microbiote. Alors les poissons gras, donc, ils sont intéressants pour nos oméga 3, mais ils sont une des nourritures préférées de nos bonnes bactéries. Donc de nouveau, sardines, maquereaux, anchois, etc. Consommer des fibres, donc des légumes, des légumineuses, des noix, plus intéressants que les fibres qui sont dans les céréales, qui sont plus irritants pour notre système digestif. Et alors, dans les aliments, il y a certains sucres qui vont favoriser nos bonnes bactéries. Et là-dedans, on a par exemple les topinambours, les panais. On a aussi les endives, qui sont riches dans ces fructo-oligosaccharides, donc ces sucres qui vont nourrir nos bactéries symbiotiques.
Et alors les polyphénols. Et donc, il y a entre autres voilà, les canneberges, les grenades, toutes les baies, le curcuma, qui vont aussi faire du bien à notre microbiote. Par contre, ce qu'il faut essayer de réduire, parfois d'éviter pendant une petite période, le but de l'alimentation, c'est jamais de supprimer des aliments, mais parfois de faire une pause pour permettre à notre système digestif de se réparer. Dans l'alimentation, avant l'industrialisation, il y avait toujours des pauses de tout. Hein. On ne trouvait fatalement que des aliments de saison. Et donc, quand on trouvait des noix en automne, ben voilà, au printemps, il n'y en avait plus. Et donc, on avait une rotation alimentaire très grande pendant l'année. Et donc, l'élevage et l'agriculture nous ont permis d'avoir des aliments toute l'année, mais du coup, on a un peu la paresse de manger toujours la même chose. Et donc, de temps en temps, faire une pause de produits laitiers et de gluten, c'est intéressant. Il faut essayer vraiment d'éviter les repas sur le pouce. Hein. J'ai travaillé en informatique pendant de nombreuses années, je sais très bien ce que c'est quand il y a une crise et qu'on mange un sandwich en regardant son écran. Voilà, c'est pas l'idéal. Alors, essayez de manger bio, d'éviter les pesticides. Le Roundup est connu pour être un des plus grands destructeurs de notre microbiote. Les sucres rapides, de nouveau, et donc les féculents, donc tout ce qui est blanc, hein, sucre blanc, farine blanche, riz blanc, donc essayez de prendre des versions semi-complètes ou complètes. Le stress est un destructeur de microbiote aussi. Et alors tout ce qui est aliments ultra transformés, donc voilà, pizza, etc. Donc, essayer d'éliminer le plus possible tout ça. L'idée, ce n'est pas de s'interdire d'en manger définitivement, mais ça doit représenter 15% de notre alimentation maximum, normalement, ces produits-là. Alors, en dehors de l'alimentation, il y a des tas de choses qu'on peut faire. Et donc, il y a entre autres la cohérence cardiaque dont je parlais au début. La cohérence cardiaque, je trouve que c'est une méthode vraiment géniale. Vous pouvez installer sur votre smartphone, que ce soit Android ou iPhone, une petite application qui s'appelle Respirilax. Et donc, le principe de base de la cohérence cardiaque, c'est vraiment simplissime. 5 minutes, 3 fois par jour, en respirant 6 respirations par minute, donc 10 secondes d'inspire. Pardon, 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire, donc 10 secondes pour une respiration complète. Il n'y a rien d'autre à faire, c'est gratuit, et je vous garantis que ça marche. C'est utilisé dans les hôpitaux. Il y a des milliers maintenant d'études qui démontrent l'effet de ça sur notre chimie du stress et de l'anxiété. Et donc voilà, n'hésitez pas à en faire. Ça peut se faire de manière tout à fait consciente au début, à des moments bien précis. Et puis une fois qu'on est un peu habitué, on fait ça dans les bouchons, quand on est en voiture, en faisant la file au supermarché, n'importe où. Donc il y a toujours bien quelques minutes pour pratiquer un peu de cohérence cardiaque. On peut bien sûr pratiquer du yoga aussi, donc qui est une pratique corporelle qui permet de... l'idée de base, c'est l'apaisement de l'esprit. Donc c'est pas du tout... La base, c'est pas de s'assouplir, même si c'est un effet secondaire, mais la base, c'est vraiment d'arriver à un apaisement de l'esprit en synchronisant en fait les mouvements avec la respiration. Donc on revient de nouveau à la respiration comme dans la cohérence cardiaque. Alors bien sûr, il y a tout ce qui est sport. N'hésitez pas à sortir. Je sais bien que tous les sports pour le moment en groupe sont interdits, mais voilà, on peut sortir, on peut marcher, on peut courir. Et alors toute activité qui fait du bien, hein, voilà, que vous fassiez de la peinture sur soi, de la cuisine ou de la céramique, peu importe, mais il faut avoir des moments où on s'extrait de nos pensées. Alors quelle est l'assiette parfaite parfaite, une bonne assiette pour avoir une journée avec de l'énergie et un cerveau qui fonctionne bien mais qui est apaisé. Donc, comme petit déjeuner, il y a plusieurs choix. On peut prendre, donc j'en ai parlé souvent, des noix, donc des oléagineux, donc noix de cajou, noix de Brésil, noix de Grenoble, amandes, des noisettes, etc. Les autres graines oléagineuses, comme les graines de sésame, tournesol, courge. Donc tout ça, c'est vraiment intéressant dans les petits déjeuners. Les avocats, c'est une bonne source de nutriments pour le petit-déj aussi. Des œufs avec un peu de pain, idéalement des épeautres au levain, un fromage de chèvre avec quelques légumes. Donc si on prend
les petits déjeuners traditionnels autour de la planète, on ne mangeait jamais sucré, donc c'est toujours du salé. En Grèce, c'est un fromage, un peu de feta avec des légumes crus. Dans les pays nordiques, on mange du poisson. Donc voilà, dans tous les pays au Japon, sont des algues avec des légumes. Donc dans toutes les civilisations traditionnelles, le petit déjeuner ressemblait plutôt à ça qu'à notre baguette confiture, qui est une très mauvaise idée qui vient de France. Alors pour les autres repas de la journée, alors idéalement 2 tiers de légumes, dont la moitié en verdure, l'autre moitié en légumes colorés, de saison le plus possible local bio, et donc essayer de mettre le plus possible de couleurs. Chaque couleur en général sont des antioxydants différents, et donc cette variété, de nouveau, si on revient à Cro-Magnon, on estime qu'il mangeait plus ou moins 500 aliments différents au cours de l'année. Dans notre alimentation occidentale, on est en général à 30 aliments différents au cours de l'année, et donc il y a une très grande... alors c'est amusant, parce que quand on rentre dans un supermarché, on a l'impression d'avoir une abondance énorme, mais en fait, en produits de base, il y en a très peu différents, et donc on s'est très fort appauvri en aliments, et donc il faut retrouver un peu de diversité. Alors au niveau des cuissons, on essaye toujours de rester en dessous de 100 degrés, donc des cuissons vapeur ou à l'étouffer. Essayez de consommer une partie en légumes crus. Si on ne le digère pas, il y a toujours la possibilité de consommer les graines germées qui sont quelque part les légumes crus les plus digestes. Et d'autre part, on a les jus de légumes qui ne contiennent pas de fibres crues et donc qui sont plus faciles à digérer, qui amènent toutes les vitamines et autres dont on a besoin, parce que certaines vitamines sont déjà détruites à 60 degrés, comme la vitamine C par exemple. L'autre tiers, on va amener des protéines et des glucides. Alors plutôt protéines le midi et un peu plus de glucides le soir, en essayant toujours d'aller vers des versions qualitatives des glucides, donc du sarrasin, du riz complet et des choses comme ça. Pommes de terre, si on les fait, on va plutôt les faire à la vapeur et les cuire dans leur peau plutôt que de faire un sachet de mousseline, bien sûr. Hein. Donc ça, c'est pour l'assiette quotidienne. Et alors, ce qui est important, je vois qu'on ne le voit pas. Enfin, moi, je ne le vois pas, mais c'est sans doute à cause de mon écran. Donc, minimum 4 cuillères par jour de matière grasse ajoutée. Idéalement, des huiles vierges, hein, donc comme l'huile de cameline dont je parlais tout à l'heure, de l'huile de noix, de l'huile d'olive, du beurre de lait cru, du ghee, etc. Donc, on a besoin quotidiennement entre 4 et 8 cuillères à soupe selon notre profil de matière grasse. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention à ça. Et alors, on le rajoute toujours à la fin. Donc, quand on a fini de cuire les aliments, on rajoute les matières grasses à ce moment-là. Comme ça, elles restent tout à fait qualitatives. Donc, voilà pour notre assiette quotidienne, petit déjeuner, repas de midi et du soir. Donc, voilà, on a plus ou moins le tour de la question. Évidemment, c'est un tout petit aperçu. Hein. On peut développer chaque point en long et en large. Et donc, si vous avez envie d'en savoir plus, de notre côté, avec Ève, on donne des formations en entreprise. Voilà, tout ce qui est... on fait des conférences, des formations, des lunch and learn, des team building autour de la gestion du stress, de la cohérence cardiaque, de l'alimentation au quotidien pour avoir de l'énergie. On donne des cours de yoga en entreprise aussi. Et alors pour les particuliers, on a nos cycles en alimentation où on fait des cycles d'un cours par mois en fait pour passer à travers toutes les saisons et pour pouvoir modifier son alimentation de manière durable, mais tout en douceur, parce qu'on ne change pas tout en une fois. Il faut vraiment y aller en douceur quand on change son alimentation. Notre alimentation, c'est vraiment, on est des êtres d'habitude, et donc on ne change pas toutes ces habitudes en une fois. Au particulier, on donne aussi des cours de yoga en groupe ou en individuel, et on fait des coachings, enfin Ève fait des coachings de vie, et moi je fais des coachings en alimentation. Donc voilà pour notre sujet du jour. Merci Henri pour cette passionnante présentation. En tout cas, moi j'ai appris beaucoup de choses, même si on l'entendait déjà. Alors, il y a des questions, mais je tiens à dire à tous que vous êtes tout à fait libres de nous poser des questions dans
discussion, donc c'est la petite icône discussion. Et si possible, soyez sûr de bien indiquer tout le monde, que la question soit posée à tout le monde, ainsi j'y ai accès. Parce que si elle n'est pas adressée à tout le monde ou à moi, je ne la vois pas. Mais j'ai déjà quelques questions. D'accord? Tout d'abord, la présentation qui est très bien faite avec énormément d'informations, est-ce qu'il serait possible de la recevoir ou pas? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, soit on peut nous envoyer un mail, on la renverra, soit en te contactant toi, ou je ne sais pas quel est le point de contact du club. C'est auprès du Saint-Anne, mais le Ouais. secrétariat du Saint-Anne, ou si ce sont des connaissances à toi, voilà, s'adresse directement à toi. Autre question, tu n'as pas beaucoup parlé des fruits, et Non. je me demandais s'il y avait une raison. Mais en fait, les fruits, c'était quelque chose de très compliqué. En fait, dans l'absolu, on peut tout à fait bien vivre sans fruits. Et en fait, il y a plus de personnes qu'on croit qui les digèrent assez mal, parce que dans les fruits, il y a des sucres qui sont parfois des sucres assez compliqués à digérer. Et donc, en Ayurveda, il y a 3 grands profils. Il y a déjà un de ces 3 profils qui tire relativement peu de bénéfices des fruits. Et donc, je pense qu'il vaut mieux aller... Ceci dit, pour les petits déjeuners, donc, on a nos petits déjeuners classiques. Je peux envoyer aussi une ou deux idées de recettes avec les slides pour ces petits déjeuners à base d'oléagineux. Donc, en général, on fait oléagineux et fruits. Mais les fruits, surtout en hiver, et en Belgique, l'hiver peut parfois durer quand même pas mal de mois. En fait, les fruits vont plutôt amener quelque chose qui va nous rendre frileux et nous acidifier. Et donc, d'autant plus en hiver, on n'est pas obligé de consommer un grand nombre de fruits. On a suffisamment de vitamines dans les légumes, en fait. D'accord, ok. Autre question, quand tu parles des noix, est-ce qu'elles doivent être crues si parce que ce que l'on trouve dans les magasins bio elles sont souvent cuites ou grillées. Oui. Alors, c'est important qu'elles soient crues, hein. Dans les noix, comme leur nom l'indique, sont des oléagineux. Les oléagineux contiennent beaucoup de matières grasses. Les matières grasses, pour qu'elles soient intéressantes, elles doivent être crues. Alors, il y a qu'une chose, c'est par exemple les noix de cajou, c'est impossible à trouver crues dans un magasin bio. Euh, on en a ici au cours, mais voilà, moi je les fais venir d'Allemagne, parce qu'en fait, ça coûte beaucoup plus cher, donc c'est invendable en magasin bio. Mais les autres, normalement, on peut les trouver crus, mais il faut faire attention de ne pas effectivement prendre celles qui sont grillées, salées pour l'apéro et des choses comme ça. Je n'ai pas dit que ça n'a aucun intérêt, mais c'est quand même nettement moins intéressant qu'une noix voilà, qui est simplement vierge et encore vraiment remplie de ses nutriments, quoi. C'est ça. Dans les magasins, ils ne savent pas toujours dire. On pose la question Oui. et je me demandais s'il y avait moyen de les reconnaître visuellement. Alors visuellement, non. Euh, Il y a une chose, c'est qu'elles doivent être bio, sinon elles sont irradiées pour détruire les moisissures et autres. Et en fait, l'autre manière de détruire les moisissures, c'est pour ça qu'on les trouve souvent en grillé, mais c'est de les chauffer. Dès qu'on chauffe à plus de 80 degrés un aliment, les moisissures sont détruites. Alors, il y a moyen facile de le savoir, mais pour ça, il faut en acheter, ne fût-ce que quelques-unes. C'est de les tremper dans l'eau. Et d'ailleurs, idéalement, on devrait toujours manger nos graines après un trempage de quelques heures, entre 8 et 12 heures. Si gustativement elles sont améliorées par le trempage dans l'eau, c'est qu'elles sont crues. Si elles deviennent un peu molles, par exemple des noix de cajou, en général quand on les trempe dans l'eau, si elles ne sont pas crues, elles deviennent un peu flasques et grisâtres. Si elles sont crues, elles restent blanches et elles deviennent croquantes. Et donc là, on voit tout de suite la différence entre les deux en fait. Excellent moyen de savoir. Alors, autre question. Les poissons gras d'eau froide ne sont-ils pas à éviter car riches en métaux lourds? Mais il faut consommer les petits poissons. Et donc c'est pour ça que je mets maquereaux, sardines, anchois. Il vaut mieux éviter les gros poissons qui sont en fin de chaîne alimentaire et donc en, qui cumulent quelque part les quantités de métaux lourds de toute la chaîne alimentaire. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que il y a ce qui est important aussi dans l'alimentation, je n'en ai pas parlé ici, puisque ce n'est pas directement en lien avec nos émotions, notre humeur, mais ce qui est important, c'est de mettre des épices dans l'alimentation. Et par exemple, les feuilles de coriandre ont le pouvoir d'emmener avec elles les métaux lourds. Et donc, ce sont des détoxifiants du système digestif. Et donc, on peut toujours amener des épices comme ça dans notre alimentation qui vont permettre de nettoyer
notre système digestif plus facilement. Alors, s'il fallait donner un top 3 conseils pour celui qui débute et qui veut changer son alimentation sans devoir changer brutalement, quels seraient ces conseils? Mais la première chose pour avoir de l'énergie et donc pour être en forme, c'est de manger le plus simplement possible à chaque repas. Quand je dis le plus simplement possible, c'est-à-dire en dehors des légumes, c'est de manger le moins d'aliments différents possible. Et donc, les régimes qui sont, enfin les menus qui sont assez bien à la mode, c'est des menus terre-mer. C'est une catastrophe pour notre système immunitaire, c'est très compliqué à digérer. Et donc, les deux premières choses à faire, c'est vraiment simplifier au plus possible son assiette au quotidien. Donc, par exemple, on va manger 2 œufs avec des légumes et un petit peu de féculents, par exemple, si c'est un repas de midi. Et on ne va pas rajouter 3 crevettes, une tranche de jambon, etc., etc. Donc, simplifier son alimentation au cours d'un repas, diversifier le plus possible au cours de l'année, et donc faire des pauses. Et donc, si on mange des pommes en hiver, on mange plus de pommes en été. Et donc, diversifier et faire des rotations. Et manger de manière la plus évidente possible, je dirais, colorée, de saison et locale. Et si on fait ça en supprimant tout ce qui est ultra transformé, donc tous les aliments qu'on ne sait pas reconnaître. Donc si on achète un aliment tout fait et qu'on ne sait pas dire ce qu'il y a dedans en le voyant, c'est un aliment ultra transformé, donc il faut l'éliminer. Et donc prendre des produits bruts, simplifier au cours d'un repas et diversifier le plus possible au cours de l'année. Et si on fait ça, on a déjà 70% du boulot qui est fait en fait. Est-ce que vous donnez des cours de cuisine sans lactose? Ou est-ce que vous avez des livres à recommander? Alors tous nos cours sont sans lactose, sans gluten, sans œufs. Pas parce qu'on n'en consomme pas, moi j'en consomme régulièrement, mais en faisant de nouveau pas tous les jours. Par exemple, on consomme du pain, on va prendre du pain d'épeautre ou de petit épeautre au levain, et on va en consommer 1 ou 2 fois par semaine maximum. Mais dans tous nos cours, il n'y a pas de lactose, pas de gluten. Il y a 2 raisons à ça. La première, c'est de montrer qu'on peut faire une vraie alimentation santé et gourmande en se passant de ces produits-là. Parce que souvent, quand on annonce à quelqu'un qu'il doit faire sans lactose parce qu'il est intolérant à la lactose, il prend ça comme une catastrophe. Quand j'ai démarré cette alimentation, j'ai vu plutôt ça comme une ouverture d'esprit énorme, et en fait, ça permet d'élargir énormément ses horizons. Et donc, l'idée, c'est de montrer dans les cours qu'on peut faire sans lactose, sans gluten, et faire très diversifié et très bon. La deuxième chose, c'est que ça permet à tout le monde de venir au cours, même les gens qui sont intolérants à ces produits-là, qui est de plus en plus fréquent, en fait. Et la troisième chose, c'est que c'est tellement facile à ajouter, mais plus difficile à enlever. Et donc, quand on montre qu'on peut les enlever dans les cours, en fait, quelque part, si quelqu'un veut rajouter un morceau de fromage, une cuillère à soupe de crème fraîche ou une tranche de pain, c'est pas difficile. Mais l'enlever, c'est plus compliqué. Donc, quand on montre qu'on peut le faire dans le cours, en fait, ça éclaircit tout de suite l'horizon. Alors, je résume les questions. Que pensez de l'huile d'olive, du miel? Je poserai les questions après. Ouais. Alors l'huile d'olive, c'est une des bases. Hein. Donc en fait, quand je dis qu'il faut rajouter des oméga 3 et des oméga 6, en fait, si je prends mes 4 cuillères à soupe d'huile par jour, on va prendre 1 à 2 cuillères à soupe d'huile saturée, donc du beurre, du ghee, des graisses de coco, etc. Plus ou moins 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, et on va rajouter 1 cuillère à café d'huile de cameline ou d'huile de noix. Donc l'huile d'olive est super importante dans ce régime parce que ça amène une huile qui est digeste et qui a, pour la plupart des personnes, de nouveau, on est tous uniques, hein, donc il y a certaines personnes qui doivent l'éviter, mais pour, je dirais, 95% de la population, c'est une huile qui est vraiment bénéfique. Alors pour le miel, mais en fait le miel, c'est le seul sucre qui est relativement intéressant dans l'absolu. On pourrait rajouter peut-être l'huile de canne complet, donc qui est un sucre brut non cuit, qu'on trouve sous la marque Panella par exemple, enfin il y a 2-3 marques qui en font. Mais le miel, c'est un sucrant qui n'est pas nuisible à la santé, pour autant qu'on reste à 1 cuillère à café ou 2 par jour, évidemment. Tu avais terminé? Ouais. J'essaie de comprendre une question. Le phtalate dans les oléagineux et légumineuses. Je ne sais pas ce que c'est le phtalate.
Mais en fait, dans les graines, à la base, nous ne sommes pas du tout des granivores. Donc l'être humain n'est pas fait pour manger des graines, que ce soit du blé, des noix, etc. Et donc, il y a toute une série de ce qu'on appelle des antinutriments dans les graines. Il y a les acides, il y a l'acide phytique, il y a les oxalates, toute une série de choses. Et donc, dans les graines de lin, c'est ça. Dans toutes les graines, il y a des antinutriments. Et donc, pour supprimer un maximum de ces antinutriments, en fait, justement, l'intérêt, c'est de faire tremper les graines pendant 8 à 12 heures. Et donc, nous, quand on fait du riz, voilà, on fait tremper le riz. Alors, il y a deux avantages. Il y a même 3 avantages à faire tremper. Le premier, c'est qu'on va enlever pas mal d'antinutriments, comme l'acide phytique, les oxalates, etc. Le deuxième, c'est que si on les cuit après, ils vont cuire beaucoup plus vite. Et donc, un riz complet qui cuit en 50 minutes, si on l'a trempé pendant 12 heures, il va cuire en 25 minutes. Donc, les 30 secondes qu'on a pris le matin pour jeter 2 poignées de riz dans un bol et mettre de l'eau dessus, on va quand même gagner 20-25 minutes le soir, donc c'est intéressant. Et la troisième chose, je disais que la digestion, c'était le deuxième poste le plus important consommateur d'énergie de notre corps. Et donc, le trempage, en fait, c'est exactement le même principe qu'une digestion. C'est une activité enzymatique qui va commencer à dégrader les aliments en nutriments. Et donc, quand on fait tremper des noix, du riz, des graines de courge, peu importe, en fait, la moitié du boulot de la digestion est déjà faite. Et donc, pour nous, ça va augmenter la disponibilité des nutriments et ça va nous demander moins de travail. Et donc, c'est triplement intéressant, quoi. D'accord. Alors, 2 questions sur le lait. Quid de la caséine dans le lait? Et pourquoi y a-t-il autant d'intolérance au gluten et au lactose? Alors souvent, caséine, ce n'est pas une intolérance, c'est une allergie. Donc l'intolérance, souvent, c'est au lactose. Donc le lactose, c'est le sucre du lait. Et il est détruit par une enzyme, de nouveau. Et donc, normalement, à l'âge adulte, on n'est pas censé avoir des enzymes pour dégrader le lactose. Alors on a une modification génétique qui a eu lieu chez les Occidentaux il y a quelques milliers d'années. Et donc ça nous permet de continuer à en consommer à l'âge adulte. Mais cette consommation, en général, diminue avec l'âge, petit à petit. Elle peut s'arrêter plus ou moins brutalement à un certain moment de la vie pour l'une ou l'autre raison. C'est ce qui rend souvent les produits laitiers peu digestes. La caséine, c'est souvent une intolérance à la protéine. Et donc les caséines du lait sont des caséines compliquées à digérer, comme le gluten du blé d'ailleurs. Et donc, comme elles sont difficiles à digérer, en fait, elles peuvent entraîner des allergies, elles peuvent entraîner toute une série de troubles alimentaires. Et donc, le seul produit laitier qu'on peut consommer si on ne supporte pas la caséine, c'est le ghee. En fait, dans le beurre clarifié, on a supprimé et les sucres, donc le lactose, et les protéines, donc la caséine. Et il ne reste plus que les matières grasses. Et dans le ghee, la matière grasse, c'est hyper intéressant pour la santé. En Ayurveda, c'est vraiment considéré comme un des alicaments, on va dire, principaux de la médecine ayurvédique. La deuxième question, c'était... Donc, il y avait la casse. Les intolérances au gluten. Pourquoi il y en a autant? Mais en fait, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que, de nouveau, comme je disais, historiquement, il y a une époque où on ne consommait pas la même chose tous les jours. Et donc, l'agriculture a pu amener une certaine constance dans la production, entre autres, des céréales. Et donc, on en a amené de plus en plus et de manière de plus en plus régulière. Ce qui a changé ces 50 dernières années, c'est qu'on a hybridé énormément les blés et que cette hybridation est faite uniquement pour profiter à l'agroalimentaire de plusieurs manières. Pour ceux qui sont un peu plus âgés comme moi, les blés, quand j'étais enfant, ils faisaient 1,50 m de haut. Aujourd'hui, ils font 45 cm et donc ils ont été tout à fait modifiés pour ne plus qu'ils se couchent quand il y a un orage. Mais donc, toutes ces hybridations ont été faites pour augmenter les qualités industrielles du produit, mais pas du tout les qualités nutritionnelles. Et donc, ça s'est fait au détriment de la digestibilité. Deuxième point, c'est qu'on a hybridé pour que les blés contiennent de plus en plus de gluten, donc il y a
la protéine difficile à digérer du blé, parce qu'en agroalimentaire, le gluten, c'est indispensable. C'est ça qui va permettre à un pain de lever. S'il n'y a pas de gluten, c'est le réseau de gluten en fait qui se forme et qui va empêcher le gaz de la fermentation de sortir du pain. Et donc, sans gluten, un pain ne peut pas monter. Donc, plus l'aliment est riche en gluten, plus il va monter rapidement et facilement. Et donc, pour faire un pain industriel, il faut des farines qui sont riches en gluten. Donc, toutes ces hybridations font que, depuis 50, 60 ans, le blé d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec le blé de nos grands-parents. Deuxième chose qui a changé évidemment énormément, c'est l'usage de pesticides. Et comme je disais, le Roundup qui est énormément utilisé, la plus grande utilisation du Roundup, ce sont pour les produits céréaliers. Et donc le Roundup est un grand destructeur de notre microbiote. Et donc, comme le gluten est difficile à digérer, une partie arrive dans notre côlon. Et si notre côlon n'a pas une bonne population de bactéries, on va augmenter l'irritation et petit à petit, on va créer des intolérances en fait. Et donc voilà, c'est toute une série de modifications depuis la culture jusqu'à l'utilisation de tous ces produits qui fait augmenter l'intolérance. Et alors la dernière chose, c'est qu'aujourd'hui, non seulement vous allez trouver du gluten dans du pain, mais si on achète une saucisse, il y a du gluten. Si on achète... dans tous les aliments, quasiment, on a rajouté du gluten parce que c'est un texturant qui ne coûte pas cher, en fait. C'est ça, ou la caséine, qui est d'un autre texturant qui ne coûte pas cher. Et donc, vraiment, l'augmentation des intolérances sont dues à l'augmentation à l'exposition, à des produits de mauvaise qualité, souvent. Et donc, pour réduire ça, il faut introduire des rotations alimentaires, c'est-à-dire qu'on ne va pas manger tous les jours des produits qui contiennent du lactose, de la caséine et du gluten. Et donc, en faisant des rotations, voilà, je mange du pain le dimanche et le jeudi, par exemple, et pas entre ces deux jours-là, on peut même guérir d'une intolérance aux produits céréaliers. Maintenant, si on est cœliaque, il n'y a rien à faire, c'est à vie qu'on doit éviter les produits à base de gluten, mais si c'est juste une irritation des voies digestives par un excès et une mauvaise qualité de l'aliment, ça se corrige. Ouais. Il y avait encore d'autres questions, mais pour laisser chacun pouvoir justement aller manger, puisque ça nous a mis en appétit d'entendre tout ça, je vais quand même arrêter les discussions et les questions maintenant. De toute façon, l'adresse mail d'Henri, c'est info@feelingbetter.be, si je ne me trompe pas. Donc, je pense que tous ceux qui voudraient justement des questions ou des réponses très précises à leurs questions, n'hésitez pas à écrire à Henri. Et surtout, Henri, je te remercie infiniment pour le temps que tu nous as consacré, pour nous expliquer toutes ces choses vraiment extrêmement intéressantes, qui changent finalement la vie. Il y a énormément de messages positifs qui dit combien les cours sont sympas et passionnants, ou certains qui aimeraient justement les suivre. Donc voilà, maintenant on connaît l'adresse. Vraiment très, très, très intéressant. Et moi, je serais en tout cas intéressée par la diapo pour revoir ça et m'inspirer. Et je pense qu'on le fera tous. Vraiment, merci. Voilà. Je tiens aussi à remercier tous les membres et les non-membres qui nous ont rejoints jusqu'à présent, d'avoir été aussi patients, de s'être pratiquement, je pense, tous reconnectés. Ça nous a permis d'avoir une belle vidéo de ce qui a été dit, de pouvoir ensuite la repartager avec tous ceux qui n'ont pas participé à cette conférence. En tout cas, vraiment, merci. Je demande à Valérie, peut-être si tu as un petit... Non, Christine, je voulais te remercier. C'est tout de même grâce à toi qu'Henri est parmi nous ce soir. Donc, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup, Henri. Honnêtement, j'ai adoré aussi votre présentation. C'est vraiment utile, je pense, à tout le monde et on comprend mieux peut-être certains de nos états par rapport à l'alimentation dont on fait usage à la maison. Voilà, écoutez, on va, avec votre permission, envoyer l'enregistrement à nos membres parce que c'était vraiment intéressant. Merci beaucoup à vous tous. Voilà. On la mettra également sur Facebook et Henri pourra la partager également sur sa page Facebook si c'est OK. Voilà. Donc, comme ça, même les non-membres y auront accès. Super. Merci de m'avoir invité en tout cas pour cette session aussi. C'était un plaisir. Voilà. Désolé pour les petits soucis techniques, ça n'arrivera plus, ça c'est garanti. Merci à tous les membres aussi d'avoir été aussi tolérants et patients. Voilà. Excellent repas tout le monde. Hein. Oui. Bonne soirée, bon appétit, mangez bien. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci.